Je n'ai jamais dit à mon mari que le manoir appartenait à mon entreprise. Il pensait que j'étais juste une héritière gâtée, jusqu'à ce que sa mère vienne avec un avocat et les papiers du divorce. Claire, vous avez 48 heures pour décider si vous voulez coopérer. Ma belle-mère l'a dit aussi calmement que si elle me rappelait un rendez-vous. De l'autre côté de ma table de salle à manger était assis un avocat spécialisé en divorce que je n'avais jamais rencontré, sa mallette en cuir ouverte à côté de lui. À côté de lui se trouvait Patricia Bennett, portant les boucles d'oreilles en perles qu'elle réservait au mariage à l'église et aux occasions où elle voulait paraître importante. Et à côté d'elle était assis mon mari, Daniel. Devant moi se trouvait une épaisse pile de papiers, des papiers de divorce, une proposition de partage des biens et une liste qui incluait le manoir où nous étions assis. J'ai regardé Daniel. Il ne voulait pas croiser mon regard. Patricia s'est penchée en avant. Vous ne voulez pas que cela devienne laid, Claire. Mon fils mérite sa juste part. J'ai baissé les yeux sur le document. Sa juste part de ma maison. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai croisé mes mains sur la table et j'ai demandé, « Et que croyez-vous exactement appartenir à Daniel ?» L'avocat, Richard Cole, a répondu avant que Patricia ne le puisse. La résidence conjugale, pour commencer. Il y a aussi des comptes d'investissement, des véhicules et plusieurs autres actifs qui devront être évalués. Il parlait avec la confiance d'un homme qui croyait déjà comprendre ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils n'étaient pas venus ici pour me demander le divorce. Ils étaient venus ici en s'attendant à en gagner un, et ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils venaient de s'engager. 3 heures plus tôt, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café. La lumière du matin entrait par les hautes fenêtres quand j'ai entendu des pneus sur l'allée de gravier. J'ai regardé dehors. Le VUS noir de Daniel s'était arrêté près de l'entrée principale. Patricia est sortie la première, puis Daniel, puis un étranger en costume bleu marine portant une mallette. Mon estomac s'est noué. Daniel m'avait dit qu'il travaillait tard la nuit précédente. Il m'avait à peine parlé pendant 2 semaines, et j'avais cessé de faire semblant de ne pas le remarquer. Pourtant, je n'étais pas préparé à cela. La porte d'entrée s'est ouverte. Patricia est entrée sans attendre. « Claire » a-t-elle dit. Sa voix était froide. Daniel la suivait. L'avocat est resté près de la porte un instant, m'étudiant. Puis, Patricia a posé les papiers sur ma table de salle à manger. « Asseyez-vous. » Je l'ai dévisagé. C'est ma maison. Elle m'a adressé un mince sourire. Et nous sommes ici pour discuter de ce qui va lui arriver. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'était pas là pour discuter de notre mariage. Il pensait à la maison et à l'argent, et ils y pensaient bien avant ce matin-là. J'ai pris la première page. En haut se trouvait le nom de Daniel. En dessous, il y avait des allégations sur notre mariage, suivies de demandes financières. Les pages suivantes listaient les biens et les comptes. J'ai tourné la page. Daniel demandait une part équitable des actifs. Patricia observait attentivement mon visage. « Vous avez eu beaucoup de chance » a-t-elle dit. « Votre père vous a laissé une vie confortable. Daniel ne devrait pas quitter ce mariage sans rien. » Je l'ai regardé. « Mon père ?» Elle a hoché la tête. « Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. » Daniel a finalement parlé. « Claire, cela n'a pas à être une guerre. » Sa voix semblait répéter. J'ai étudié l'homme que j'avais épousé 12 ans plus tôt, le même homme qui m'apportait du café les dimanches matins et qui m'avait dit un jour qu'il aimait la façon dont je faisais de n'importe quelle maison un foyer. Maintenant, il était assis à côté de sa mère et d'un avocat, attendant que je panique. « Daniel, dis-je doucement, quand as-tu décidé cela ?» Il a détourné le regard. Patricia a répondu pour lui. Il est malheureux depuis longtemps. Ce n'était pas une réponse. C'était une performance. J'ai regardé Richard. Avez-vous examiné les registres de propriété? Son expression a à peine changé. Nous avons examiné les informations qui nous ont été fournies par Daniel, oui. J'ai hoché la tête lentement. Cela expliquait tout. Daniel avait donné à son avocat une version de notre vie financière basée sur ce qu'il croyait. Et ce qu'il croyait était simple. Il pensait que j'étais une héritière gâtée à qui son père avait tout donné.
Il pensait que le manoir m'appartenait parce que mon père l'avait acheté. Et après 12 ans de mariage, il n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement de mon temps, de mon argent ou de mon entreprise. Je ne l'avais jamais corrigé. C'était mon erreur. Non pas parce que je lui devais chaque dollar que j'avais jamais gagné, mais parce que j'avais confondu la vie privée avec la confiance. J'ai de nouveau regardé les papiers du divorce. 48 heures, ai-je répété. Patricia a hoché la tête. Si vous coopérez, cela peut être civilisé. Et si je ne le fais pas? Ses yeux se sont durcis. Alors Daniel se battra pour ce à quoi il a droit. Quelque chose en moi est finalement devenu calme. Pas en colère, pas effrayé. Calme, parce que soudain, je pouvais voir toute la situation. Il croyait que j'étais dans un manoir que mon père m'avait donné. Il croyait que Daniel avait droit à la moitié. Il croyait que je serais trop émotive pour les défier. Il croyait être arrivé en détenant toutes les cartes. J'ai fermé le dossier. D'accord, ai-je dit. Daniel a semblé surpris. Je vais coopérer. Patricia a souri. Richard a rassemblé ses papiers. Daniel a paru soulagé. Il pensait que j'avais capitulé. Il n'avait aucune idée que je venais de prendre la décision la plus importante de ma vie. Alors qu'ils se préparaient à partir, je les ai accompagnés à la porte d'entrée. Patricia s'est arrêtée à côté de moi. Vous faites ce qu'il faut, Claire. J'ai souri poliment. Je suis sûr que vous le croyez. La porte s'est refermée derrière eux. Je suis resté dans le hall d'entrée. Puis j'ai appelé Elena Brox, l'avocate qui s'occupait des affaires de mon entreprise depuis des années. Elle a répondu. Elena, j'ai besoin de tous les documents liés à Bennett Strategic Holdings, au manoir et aux déclarations de Daniel. Il y eut un silence. Que s'est-il passé? J'ai regardé à travers les portes vitrées vers l'allée. Le VUS de Daniel disparaissait sur la route. Mon mari a demandé le divorce. Elena a expiré lentement. Je suis désolé. Moi aussi. J'ai fait une pause. Préparez tout. Je veux savoir exactement ce qu'il pense pouvoir prendre. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai cessé de me demander si mon mari me connaissait vraiment. Je connaissais déjà la réponse. Il ne me connaissait pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Pendant quelques secondes, j'ai oublié ce qui s'était passé. Puis j'ai vu le dossier sur la chaise à côté de mon lit. Divorce. Je suis resté assise là, dans le silence, à écouter le système de chauffage se mettre en marche. La maison était inhabituellement calme. Daniel avait dormi dans la chambre d'amis ces 3 dernières semaines. Mais ce matin-là, sa porte était ouverte et la chambre était vide. Il était déjà parti. Pendant des années, j'avais supposé que mon mariage était construit sur l'amour. Je commençais à me demander s'il n'avait pas été construit sur des suppositions à la place. Je suis allé dans mon bureau à domicile. Sur le mur derrière mon bureau se trouvait une photographie encadrée de mon père et moi, de l'année où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Il avait un bras autour de mon épaule, et je tenais un dossier rempli de plans pour mon premier investissement immobilier. Mon père avait été riche. Il ne servait à rien de le nier. Mais Daniel avait toujours mal compris ce que cela signifiait. Il savait que mon père m'avait laissé de l'argent. Il savait que j'avais hérité de certains investissements. Il savait que le nom de famille ouvrait des portes. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que j'avais passé les 15 dernières années à apprendre à construire quelque chose qui ne dépendait pas du nom de mon père. Après l'université, j'ai travaillé pour l'entreprise de mon père pendant 4 ans. Mon père était dur avec moi. Chaque fois que je faisais une erreur, il ne me sauvait pas. Il me demandait ce que j'avais appris. Quand je lui ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, il m'a donné un conseil, ne confonds pas recevoir une opportunité avec recevoir une vie. Je ne l'ai jamais oublié. Alors, j'ai créé Bennett Strategic Holdings. J'ai acheté un duplex en périphérie de Richmond, je l'ai rénové, loué et j'ai réinvesti les bénéfices. Puis est venu un petit bien commercial, puis un autre. Finalement, je suis passé à des investissements plus importants. L'entreprise est devenue suffisamment rentable pour que je puisse vivre confortablement sans toucher à mon héritage, et le manoir que Daniel voulait maintenant diviser avait été acheté par l'intermédiaire de mon entreprise.
L'acte de propriété n'était pas à mon nom personnel. Il était détenu par la SARL. Daniel savait que l'entreprise existait. Il ne savait tout simplement pas ce qu'elle possédait. Cette prise de conscience m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Je me suis souvenu de nos premières années de mariage. Daniel me taquinait à propos de mes feuilles de calcul. Tu travailles toujours sur quelque chose que personne ne comprend. Je riais et lui disais, c'est parce que tu ne demandes jamais. Il m'embrassait le front. Je suis marié à toi, pas à ton bilan. À l'époque, je le croyais. Au fil des ans, cependant, ces blagues ont changé. Quand des amis demandaient ce que je faisais, Daniel souriait et disait, Claire gère quelques investissements. Parfois, il ajoutait, principalement des choses que son père a mises en place. Je l'ai corrigé une fois. En fait, j'ai créé l'entreprise moi-même. Il a haussé les épaules. C'est la même chose. Ce n'était pas le cas, mais j'ai laissé tomber. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les documents qu'Elena avait demandés. Le contrat d'achat du manoir, les statuts de la SARL, les relevés bancaires, les dossiers fiscaux, les dossiers hypothécaires et les apports en capital étaient tous là. J'avais tenu des registres méticuleux parce que c'est ainsi que mon père m'avait appris à fonctionner. L'argent pouvait être émotionnel. Les registres ne le pouvaient pas. À 9h30, Elena a appelé. J'ai examiné ce que vous avez envoyé. Et la maison appartient à Bennett Strategic Holdings. Je sais. Je sais que vous savez, a-t-elle dit. Je vous le dis parce que la requête de Daniel semble traiter la propriété comme s'il en possédait personnellement la moitié. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Cela ne signifie pas qu'il n'a aucune revendication, a-t-elle poursuivi. Parce que vous y vivez en tant que couple marié, il peut y avoir des questions juridiques sur les contributions conjugales en fonction de la juridiction et des faits. Nous devons être prudents. Je ne veux pas faire de suppositions. Bien. Que dois-je faire? Ne le confrontez pas encore, a continué Elena. Laissons-les nous montrer ce qu'ils croient, puis nous répondrons avec des faits. J'ai noté cela. Fait. Cet après-midi-là, Daniel est rentré à la maison. Vas-tu chez ta sœur ce week-end? A-t-il demandé. J'ai levé les yeux de mon café. Non. Il a hoché la tête. Puis il a ouvert le réfrigérateur. Tu as demandé le divorce hier, ai-je dit. Il s'est arrêté. Je sais. Et tu me demandes des nouvelles de mon week-end? Il a fermé le réfrigérateur. Claire, je ne veux pas que chaque conversation se transforme en dispute. Moi non plus. Il avait l'air fatigué. Un instant, j'ai vu l'homme que j'avais aimé. Puis il a parlé. Tu dois être réaliste à propos de la maison. Voilà. Je me suis penché en arrière. Qu'y a-t-il à ce sujet? Mon avocat dit que nous devons nous préparer à la possibilité qu'elles doivent être vendues. J'ai gardé ma voix calme. Pourquoi? Parce qu'aucun de nous ne peut se permettre de tout assumer séparément. J'ai presque souri. Aucun de nous. Il le croyait vraiment. As-tu déjà parlé à un agent immobilier? Ai-je demandé. Son visage a changé pendant une demi-seconde. Non. Le mensonge était petit. Je l'ai remarqué. Je vois. Il s'est dirigé vers le couloir. J'essaie de rendre cela équitable. Je l'ai regardé partir. Ce soir-là, j'ai vérifié les emails de l'entreprise. Il y avait un message d'un courtier. Daniel l'avait contacté 2 jours plus tôt. L'objet était « Vente potentielle, résidence Bennett ». Il avait demandé à quelle vitesse une propriété dans notre quartier pouvait se vendre. Il avait demandé quel serait un prix de vente réaliste. Il avait posé des questions sur la mise en scène. Puis il avait écrit « Ma femme ne sera pas d'accord au début, mais elle finira par accepter une fois qu'elle comprendra qu'elle ne peut pas tout garder. » Cette phrase m'en a dit plus sur mon mari que des années de conversation ne l'avaient jamais fait. Il ne pensait pas demander un règlement équitable. Il pensait reprendre quelque chose qu'il croyait lui appartenir. Et quelque part dans son esprit, il avait déjà décidé que j'étais trop dépendante de l'argent de mon père pour me battre. J'ai fermé l'ordinateur portable. Puis j'ai ouvert un document vierge. En haut,
j'ai tapé « ce que Daniel ne sait pas ». En dessous, j'ai écrit la première ligne « il ne sait pas qui possède le manoir ». Puis la deuxième « il ne sait pas ce que mon entreprise possède ». Puis la troisième « il ne sait pas tout ce que j'ai construit sans lui ». Je me suis arrêté. Je n'écrivais pas une liste de vengeance. J'écrivais les suppositions qui avaient tranquillement détruit mon mariage. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose de douloureux. Daniel n'était pas tombé amoureux de la femme que j'étais réellement. Il était tombé amoureux de la femme qu'il pensait que j'étais. Maintenant, il divorçait aussi de cette femme. Et il était sur le point de découvrir qu'elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, j'ai trouvé Daniel assis à l'îlot de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour. »« Bonjour. » Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a fermé l'ordinateur portable. « J'ai parlé à maman hier soir. Je me suis versé du café. Je m'en doutais. Elle pense que tu vas rendre les choses difficiles. » Je me suis tourné vers lui. « Et toi ?» Daniel a hésité. « Je pense que tu dois comprendre que les choses vont changer. » Elles ont déjà changé. Il m'a regardé pendant un long moment. « Claire, je ne veux pas que tu te sentes attaquée. » J'ai failli rire. « Ta mère est entrée dans ma maison avec un avocat et des papiers de divorce. »« Notre maison ?» a-t-il corrigé. Je l'ai regardé. Il n'a pas remarqué ce qu'il venait de faire. Ou peut-être que si. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit. J'ai pris mon café et je suis allé au bureau. C'est là que j'ai trouvé la première véritable preuve. Elena m'avait transféré plusieurs documents provenant des déclarations financières de Daniel. Je les ai lus attentivement. Il y avait des soldes de cartes de crédit que j'ignorais, un prêt personnel, plusieurs virements importants de notre compte chèque commun. Certains étaient décrits comme des dépenses professionnelles. Ce n'était pas le cas. Puis j'ai trouvé 3 factures d'hôtel à Washington DC. Toutes pendant des week-ends où Daniel m'avait dit qu'il rendait visite à des clients. J'ai fixé les dates. L'une d'elles était notre anniversaire. Mes mains sont devenues froides. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas appelé. J'ai simplement noté les dates. Il y avait autre chose. Un paiement à une femme nommée Lorraine Pierce. Je connaissais ce nom. Lorraine travaillait dans le bureau de Daniel. Elle était apparue sur quelques photos de l'entreprise au fil des ans. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un dîner de fin d'année. Daniel l'avait qualifiée de simple collègue. Maintenant, je regardais une série de paiements de notre compte commun à son nom, dîner, hôtel, une bijouterie. Mon estomac s'est noué. J'ai fermé le document. Il ne s'agissait plus du manoir. Il s'agissait de confiance. J'ai appelé Elena. J'ai trouvé quelque chose. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Gardez tout. Ne le confrontez pas encore. » Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Laissez les dossiers parler d'eux-mêmes. Cet après-midi-là, je suis allé au bureau d'Elena. Nous nous sommes assises dans une salle de conférence avec vue sur le centre-ville. Elle a étalé les documents sur la table. « Claire, je veux que vous compreniez quelque chose. Votre position la plus forte n'est pas la colère. C'est la documentation. Je sais. » Elle a montré les documents du manoir. Cette propriété a été achetée par l'intermédiaire de Bennett Strategic Holdings. Votre entreprise a fourni la compte. L'hypothèque a été payée par les comptes de l'entreprise. Les impôts fonciers ont été payés par l'entreprise. Elle a fait une pause. Mais parce que vous êtes mariés et que vous y avez vécu ensemble, nous devons examiner si des fonds conjugaux ou du travail conjugal ont contribué à la propriété. J'ai hoché la tête. Donc, nous ne prétendons pas que la loi est simple. Exactement. J'appréciais cela chez Elena. Elle ne m'a jamais promis une victoire. Elle m'a promis la vérité. Puis elle a ouvert un autre dossier. Il y a autre chose. Elle m'a tendu un email imprimé. Il provenait de Daniel et était adressé à un courtier immobilier. J'en avais déjà vu une partie, mais il y avait plus. Le courtier avait demandé « Avez-vous l'autorité pour mettre la propriété en vente ?»
Daniel a répondu, ma femme signera une fois que les papiers du divorce seront signifiés. Elle a toujours dépendu de la fortune de son père et n'aura pas les ressources pour se battre. J'ai lu la phrase 2 fois. Mon père encore. C'était toute sa compréhension de moi. Elena a observé mon expression. Ça va? Oui. J'ai plié le papier. Je pense que je vois enfin les choses clairement. Ce soir-là, Daniel est rentré avec sa mère. J'étais assise dans le salon en train de lire. Patricia est entrée en portant un dossier. Vous devez commencer à penser de manière pratique, a-t-elle dit. J'ai fermé mon livre. À propos de quoi? Où vous allez vivre? Je l'ai dévisagé. Elle a regardé autour de la pièce. Cette maison est trop chère pour une seule personne. J'ai presque souri. Je me suis débrouillé jusqu'à présent. Daniel s'est avancé. Maman n'essaie pas de vous insulter. Patricia l'a ignoré. J'ai déjà parlé à un agent immobilier. Je n'ai rien dit. Elle a continué, votre père vous a laissé assez pour acheter quelque chose de plus petit. Il y avait quelque chose de presque surréaliste à l'entendre discuter de mon avenir alors qu'elle était assise dans un manoir qu'elle croyait appartenir à son fils. Puis elle a prononcé la phrase qui a finalement révélé jusqu'où ils étaient allés. Daniel et moi avons regardé les chambres à l'étage. J'ai lentement baissé mon livre. Les chambres à l'étage? Oui. Elle a montré l'escalier. J'aimerais la suite parentale. Daniel pense que la chambre d'amis lui conviendrait jusqu'à la vente. Je l'ai dévisagé. Vous avez déjà décidé qui vit ici? Patricia a souri. Ne soyez pas dramatique. Daniel avait l'air mal à l'aise. Maman, non. Daniel. Elle doit comprendre que la vie change. Je l'ai regardé. C'est ce que tu lui as dit? Il n'a pas répondu. J'ai hoché la tête. D'accord. Patricia a semblé satisfaite. Je savais que vous finiriez par être raisonnable. Ils sont partis moins de 20 minutes plus tard. J'ai attendu que la porte d'entrée se ferme. Puis je suis monté à l'étage. Je me suis tenu devant la chambre principale, la chambre que Patricia venait de réclamer. La chambre où Daniel et moi avions célébré des anniversaires de mariage et des dimanches matins tranquilles. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point ils m'avaient complètement effacé de leur avenir. Non pas parce qu'ils avaient des preuves, mais parce qu'ils avaient des suppositions. Cette nuit-là, j'ai de nouveau ouvert les registres de l'entreprise. Il y avait 12 ans de contrats, de relevés d'investissement, de documents d'acquisition, de déclarations de revenus et de registres bancaires. J'avais construit plus que Daniel ne le savait, beaucoup plus. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose de dérangeant. J'avais trop caché. Non pas parce que j'avais l'intention de le tromper. J'avais simplement supposé que mon mari serait assez curieux pour me connaître. Il ne l'était pas. À 23h30, mon téléphone a sonné. C'était Elena. Je suis désolé d'appeler si tard. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trouvé quelque chose dans la déclaration de Daniel. Elle a fait une pause. Il a transféré de l'argent de votre compte commun vers un autre compte 3 jours avant de déposer sa demande. Combien? 48 000 $. Je me suis redressé. Où est-il allé? Nous le traçons. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Le compte récepteur semble être lié à une entreprise que Daniel a récemment enregistrée. Je suis restée silencieuse. Claire? Je suis là. Il y a plus. Quoi? Il a enregistré l'entreprise avec Lauren Pierce. J'ai fermé les yeux. Donc, ce n'était pas simplement un homme qui quittait un mariage. Il avait préparé une nouvelle vie tout en démantelant tranquillement l'ancienne. Et il avait utilisé l'argent de notre mariage pour la construire. J'ai ouvert les yeux. Envoyez-moi tout. Déjà fait. J'ai regardé autour du bureau. La pièce était calme. Pendant des années, j'avais cru que le silence était un moyen de maintenir la paix. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Parfois, le silence ne protège pas un mariage. Parfois, il donne simplement aux gens l'espace de se révéler. Le lendemain matin, Daniel est entré dans la cuisine en souriant.
Bonne nouvelle, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. Quelle sorte de bonne nouvelle? L'agent immobilier pense que le manoir pourrait se vendre pour beaucoup plus que ce que nous attendions. J'ai soutenu son regard. Combien? Environ 4 millions. Il a souri. Cela signifie que nous aurons tous les deux assez pour recommencer. J'ai pris une longue gorgée de café. Il n'avait aucune idée à quel point il était proche de la vérité. Pas encore. Alors j'ai souri en retour. Je suis sûr que nous l'aurons. Et pour la première fois, Daniel a semblé complètement certain que l'avenir lui appartenait. Il n'avait aucune idée que les documents qui attendaient sur le bureau d'Elena étaient sur le point de prouver le contraire. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai presque rien dit. Daniel semblait interpréter mon silence comme une capitulation. Il est devenu étrangement détendu dans la maison. Il a cessé de cacher son téléphone quand j'entrais dans la pièce. Il a commencé à parler de l'avenir comme si j'étais déjà parti. Un soir, je l'ai trouvé à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable ouvert. Il parlait à quelqu'un en haut-parleur. Non, l'estimation de 4 millions est conservatrice, a-t-il dit. Le quartier a évolué rapidement. Je me suis arrêté dans le couloir. Il ne m'a pas remarqué. Le divorce devrait être simple. Elle ne se battra pas contre moi. Je suis resté là un moment. Puis je suis entré dans la cuisine. Daniel a levé les yeux. Son expression a changé. À qui parlais-tu? À un agent immobilier. J'ai ouvert le réfrigérateur. Pourquoi? Il a fermé l'ordinateur portable. Je t'ai dit que nous devions discuter de la vente de la maison. J'ai sorti une bouteille d'eau. Tu sembles très confiant. J'ai fait mes recherches. J'ai souri. Je vois bien. Il n'a pas remarqué le sens derrière mes mots. C'était ce qui devenait étrange. Daniel avait passé 12 ans à croire qu'il me comprenait, et d'une manière ou d'une autre, cette croyance l'avait rendu aveugle. Le lendemain matin, Elena a appelé. Claire, nous avons assez pour avancer. Je suis allé à son bureau. Elle avait assemblé 3 classeurs sur la table de conférence. Le premier contenait les registres d'achat du manoir. Le deuxième contenait les registres financiers de Bennett Strategic Holdings. Le troisième contenait les déclarations de Daniel et les preuves que nous avions recueillies. Elena a poussé le premier classeur vers moi. Le manoir a été acheté entièrement par l'intermédiaire de votre entreprise. J'ai hoché la tête. Correct. L'acompte provenait du compte de l'entreprise. Oui. Les paiements hypothécaires ont également été effectués avec les fonds de l'entreprise. Oui. Elle m'a regardé. Et Daniel n'a aucune participation dans la SARL. Aucune. Elena s'est penchée en arrière. Alors nous avons une base factuelle solide. Mais encore une fois, nous n'allons pas l'exagérer. Le droit du mariage et de la propriété peut être compliqué. Nous aborderons toutes les revendications légitimes qu'il a. Nous ne lui permettrons simplement pas d'inventer une propriété là où il n'y en a aucune. J'appréciais cela. Je ne voulais pas une vengeance basée sur l'intimidation. Je voulais que la vérité soit documentée. Puis Elena a ouvert le troisième classeur. Maintenant, parlons de Daniel. À l'intérieur se trouvaient des copies de ses déclarations financières. Elle a montré plusieurs entrées. Il a omis le compte professionnel. J'ai froncé les sourcils. L'entreprise qu'il a enregistrée avec Lorraine? Oui. Et les 48 000 $ transférés de votre compte commun 3 jours avant qu'il ne dépose sa demande. J'ai senti ma mâchoire se crisper. A-t-il déclaré ce transfert? Non. Elle a tourné une autre page. Il a également listé plusieurs dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles. Peut-il faire ça? Il peut lister ce qu'il veut. Que ses revendications survivent à un examen minutieux est une autre affaire. Je suis resté assise en silence. Elena m'a étudié. Que voulez-vous? C'était la première fois qu'elle me le demandait. J'ai pensé à Daniel, à Patricia entrant dans ma maison, à elle choisissant nonchalamment une chambre, à Daniel parlant de vendre ma maison comme si elle était déjà la sienne. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Elena a hoché la tête. Alors ne le punissez pas, rendez-le responsable.
Je l'ai regardé. Quelle est la différence? La punition est émotionnelle. La responsabilité est documentée. Cette phrase m'est restée. Quand je suis rentré à la maison, Daniel était dans le hall d'entrée. Il avait l'air presque joyeux. Maman veut passer ce soir. Pourquoi? Elle veut parler du règlement. J'ai hoché la tête. Bien. Ce soir-là, Patricia est arrivée avec Daniel. Elle portait un dossier. Cette fois, elle n'a pas pris la peine de faire semblant d'être polie. Nous avons préparé une proposition, a-t-elle dit. Elle l'a posée sur la table de la salle à manger. Je l'ai ouverte. Daniel voulait une partie de la valeur du manoir, une part des comptes d'investissement, un des véhicules et un paiement en espèces substantielles. J'ai regardé le chiffre. Vous avez déjà calculé tout ça? Patricia a répondu. Votre père vous a laissé plus casser. J'ai regardé Daniel. C'est ce que tu lui as dit? Il a haussé les épaules. Claire, nous devons être pratiques. J'ai fermé le dossier. D'accord. Patricia a souri. Je savais que tu finirais par comprendre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Savez-vous qui possède le manoir? Son sourire s'est légèrement estompé. Bien sûr. Non, dis-je calmement. Je ne pense pas que vous le sachiez. Daniel s'est penché en avant. Claire, ne commence pas à jouer à des jeux. Je ne joue pas. J'ai sorti un seul document de ma mallette et je l'ai posé sur la table. Patricia a baissé les yeux, puis a regardé Daniel. Qu'est-ce que c'est? Un registre de propriété. Daniel l'a pris. Ses yeux ont parcouru la page. Son expression a changé. Bennett Strategic Holdings. Oui. Il m'a regardé. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Tout. Patricia lui a arraché le document des mains. C'est une entreprise que ton père a créée pour toi. J'ai secoué la tête. Mon père ne l'a pas créée. Alors qui l'a fait? Je l'ai fait. Le silence a rempli la pièce. Daniel me fixait. Toi. Oui. Il a de nouveau regardé le document. Mais la maison appartient à l'entreprise. Il a ri une fois. Ce n'était pas un vrai rire. C'était le son que les gens font quand la réalité ne correspond pas à ce qu'ils croient. Tu t'attends à ce que je croie que tu as acheté cette maison. Je n'ai pas besoin que tu me croies. Le visage de Patricia s'est durci. C'est ridicule. Non, ai-je dit. Ce qui est ridicule, c'est d'entrer dans la maison de quelqu'un avec un avocat et de réclamer la moitié de quelque chose sans savoir à qui cela appartient. Daniel s'est levé. Tu savais tout ce temps? Oui. Et tu ne me l'as jamais dit? Je l'ai regardé. Je ne t'ai jamais tout dit sur mon entreprise. Son visage a rougi. Tu m'as menti. J'ai secoué la tête. J'ai gardé mes affaires privées. Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, Daniel. J'ai fait une pause. Tu as fait ça tout seul. Patricia a frappé la table de sa main. Vous avez manipulé mon fils. Je me suis tourné vers elle. Je n'ai manipulé personne. Vous l'avez laissé croire que votre père vous avait tout donné. Je ne lui ai jamais dit ça. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Daniel s'est assis lentement. Pour la première fois depuis que tout a commencé, il avait l'air effrayé. Puis son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran. C'est Richard. Il a répondu. Allô? Il a écouté. Son visage est devenu pâle. Que voulez-vous dire? Je ne pouvais pas entendre les mots de Richard, mais je savais qu'il n'était pas bon. Daniel s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Après plusieurs secondes, il a dit doucement, « Êtes-vous en train de me dire que je ne peux pas vendre la maison ?» Une pause. Alors pourquoi exactement ai-je déposé une demande? Il a mis fin à l'appel. La pièce était silencieuse. Patricia l'a regardé. Qu'a dit l'avocat? Daniel s'est tourné vers nous. Il doit nous parler demain. Patricia avait l'air confuse. Pas moi.
Le jeu avait changé. Ils étaient arrivés à ma table en s'attendant à diviser ma vie. Maintenant, ils commençaient enfin à comprendre qu'ils n'avaient même pas connu les règles. Daniel m'a regardé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai soutenu son regard. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais moi ou la vie que tu pensais que j'avais. Ses yeux se sont remplis de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Le regret. Mais le regret n'était pas suffisant. Pas encore. Je me suis levé et j'ai rassemblé les documents. Demain, ai-je dit, tu apprendras exactement pourquoi tu as déposé une demande. Puis je suis monté à l'étage. Derrière moi, j'ai entendu Patricia murmurer, « Daniel, qu'avons-nous fait ?» Pour la première fois, il n'y avait aucune confiance dans sa voix, seulement de la peur. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient enfin cessé de me voir comme la femme à qui ils pouvaient prendre quelque chose. Ils commençaient à me voir comme la femme qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Le lendemain matin, Daniel et moi avons rencontré Richard à son bureau. Patricia a insisté pour venir. Richard avait 3 dossiers devant lui. Il n'a pas perdu de temps. Je dois être très clair. Le manoir n'est pas titré à votre nom. Daniel l'a dévisagé. Je le sais maintenant. Non, a dit Richard. Je ne pense pas que vous compreniez ce que cela signifie. Patricia s'est agitée sur sa chaise. Richard a ouvert le premier dossier. La propriété a été acquise par Bennett Strategic Holdings. Claire en est l'unique membre. Il en a ouvert un autre. L'acompte provenait des fonds de l'entreprise. L'hypothèque a été servie par les comptes de l'entreprise. Daniel m'a regardé. Alors, tu as planifié ça? J'ai froncé les sourcils. Tu penses que j'ai créé une entreprise il y a 15 ans parce que je savais que tu divorcerais de moi 12 ans plus tard? Il a détourné le regard. Richard s'est éclairci la gorge. Il y a un autre problème. Il a ouvert la déclaration financière de Daniel. Vous avez omis de déclarer le compte professionnel que vous avez ouvert avec Lauren Pierce. Patricia s'est tournée vers son fils. Quel compte professionnel? Le visage de Daniel s'est crispé. Maman, c'est compliqué. Richard a continué. Ce n'est pas compliqué. Le compte existe. 48 000 $ y ont été transférés depuis le compte conjugal 3 jours avant le dépôt de la demande de divorce. Patricia a dévisagé Daniel. Tu m'as dit que Claire gaspillait de l'argent. Daniel n'a rien dit. J'ai senti quelque chose se calmer en moi. Il ne s'agissait plus de suppositions. Il s'agissait de registres. Richard a tourné une autre page. Il y a aussi des frais d'hôtel, des achats de bijoux et des dépenses de restaurant qui semblent avoir été payés pour quelqu'un d'autre que l'un ou l'autre des conjoints. Patricia m'a regardé, puis a regardé Daniel. Est-ce à propos de cette femme de ton bureau? Daniel s'est frotté le front. Maman, s'il te plaît. Non, tu m'as dit que Lorraine n'était qu'une collègue. Daniel n'a pas répondu. Je l'ai observé attentivement. Pendant des années, j'avais imaginé que si je découvrais un jour que mon mari me trompait, je crierais, pleurais ou jetterais quelque chose. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Profondément fatigué. Richard a fermé le dossier. Daniel, ces déclarations vont créer des problèmes si elles ne sont pas corrigées. Quel genre de problème? Juridique et financier. Daniel m'a regardé. Claire, je peux expliquer. J'ai secoué la tête. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Son expression a changé. Tu t'en fiches. Je m'en suis soucié pendant 12 ans, j'ai fait une pause. Ce que je ne veux plus, c'est une explication conçue pour me faire douter de ce que je sais déjà. Silence. Patricia a finalement parlé. Claire, quoi qu'il se soit passé entre eux, tu n'as pas besoin de détruire mon fils. Je l'ai regardé. Je ne le détruis pas. Il pourrait tout perdre. Non. J'ai croisé les mains. Il pourrait perdre ce qu'il n'avait pas le droit de prendre. Cette distinction comptait pour moi. Je voulais la vérité. Elena et Richard ont travaillé sur le règlement au cours des semaines suivantes. Le processus n'était pas dramatique tous les jours, mais chaque document a mis en lumière une autre partie de la vérité. Daniel avait utilisé des fonds conjugaux pour des dépenses liées à Lorraine.
Il n'avait pas déclaré la nouvelle entreprise. Il avait contacté un agent immobilier avant de déposer sa demande. Il avait dit à sa mère que je ne serais pas en mesure de me battre parce que je dépendais de l'argent de mon père. Et à travers tout cela, j'ai gardé une règle. Je ne mentirai pas. Si quelque chose lui appartenait légalement, je ne le prendrais pas. Si quelque chose m'appartenait légalement, je ne l'abandonnerais pas parce que quelqu'un s'attendait à ce que je me sente coupable de l'avoir. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Daniel a reçu les biens matrimoniaux auxquels il avait légitimement droit. Les véhicules ont été partagés. Les comptes communs ont été divisés conformément à l'accord. Les transferts non déclarés ont été pris en compte. Le manoir est resté la propriété de Bennett Strategic Holdings, sous réserve du traitement juridique et des réclamations résolues lors du règlement. Mon entreprise est restée la mienne. Daniel a dû déménager. Patricia l'a mal pris. Un après-midi, elle est venue seule au manoir. Elle se tenait dans le hall d'entrée, regardant autour d'elle. « Je n'ai jamais su », a-t-elle dit. Je savais ce qu'elle voulait dire. Vous n'avez jamais demandé. Elle a baissé les yeux. Je pensais que vous viviez simplement de l'argent de votre père. Je sais. Je pensais que c'était Daniel qui tenait tout. J'ai souri tristement. Il voulait que vous le croyiez. Patricia m'a regardé. Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé de l'entreprise? La question m'a fait mal parce que je m'étais posé la même chose. Parce que je ne pensais pas avoir besoin de prouver ma valeur à mon mari. Elle a hoché la tête lentement. Je suppose que je vous ai donné l'impression que c'était le cas. Je n'ai pas répondu. Elle a pris une inspiration. J'avais tort. Juste 3 mots d'une femme qui avait passé des mois à croire qu'elle avait le droit de me juger. J'ai apprécié cela plus que je ne l'aurais cru. Daniel a déménagé le week-end suivant. Il a transporté 2 valises par la porte d'entrée. Avant de partir, il s'est arrêté. Puis-je te poser une question? Oui. M'as-tu déjà aimé? Je l'ai regardé. Ce n'est pas la question que tu devrais te poser. Il a dégluti. Que devrais-je demander? Tu devrais te demander pourquoi tu as cessé de m'aimer assez pour me connaître. Il a baissé les yeux. Je pensais te connaître. Tu connaissais ce que tu supposais de moi. Il a hoché la tête. J'avais tort. Oui. Il a regardé autour du hall d'entrée. Est-ce que quelque chose de tout cela a jamais été à nous? J'ai pensé aux années que nous avions passées là. Les matins de Noël, les dîners de Thanksgiving, la nuit où nous avons dansé dans la cuisine après avoir appris que ma première acquisition majeure avait été conclue. Les souvenirs étaient à nous, ai-je dit. Il a hoché la tête. Et la maison? Je l'ai regardé. La maison appartenait à mon entreprise. Il a eu un petit sourire triste. Je comprends enfin. Puis il est parti. J'ai fermé la porte. Pour la première fois en 12 ans, le manoir était silencieux. Mais cette fois, le silence ne semblait pas solitaire. Il semblait honnête. Je suis entré dans mon bureau et j'ai regardé le document que j'avais écrit des semaines plus tôt, ce que Daniel ne sait pas. J'ai lu les 3 lignes, puis j'en ai ajouté une 4e, il sait enfin. J'ai fermé le cahier. J'avais gagné la bataille juridique. Mais je commençais à comprendre que ce n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire était d'apprendre que je n'avais pas à minimiser mes réalisations pour que quelqu'un d'autre se sente en sécurité. Et je n'avais pas à détruire quelqu'un simplement parce qu'il n'avait pas su m'apprécier. Parfois, la forme de vengeance la plus puissante est simplement de refuser de laisser l'incompréhension d'une autre personne déterminer votre avenir. 6 mois plus tard, je me suis réveillé avant le lever du soleil et je suis descendu pour faire du café. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas demandé si Daniel rentrerait à la maison. Je ne me suis pas demandé où il était. Je ne me suis pas demandé à qui il parlait. La maison était calme, mais elle ne semblait plus vide. Elle me semblait à nouveau mienne. Non pas à cause de l'acte de propriété, non pas parce que mon entreprise la possédait, mais parce que j'avais enfin cessé de confondre la paix avec le bonheur d'une autre personne. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt. Il n'y avait eu aucune scène dramatique au tribunal, aucune dispute criarde, aucune tentative de dernière minute de se détruire mutuellement. Juste de la paperasse, des négociations,
des conversations inconfortables et un accord final qui séparait ce qui appartenait à chacun de nous. Daniel a gardé les actifs auxquels il avait légitimement droit. J'ai gardé mon entreprise. Le manoir est resté sous la direction de Bennett Strategic Holdings, et les transferts financiers qu'il n'avait pas déclarés ont été pris en compte lors du règlement. Lorraine ne faisait plus partie de sa vie. Je n'ai jamais demandé de détails. À ce moment-là, je n'en avais pas besoin. Ce qui importait, c'est que j'avais cessé de construire mon avenir autour d'un homme qui avait déjà construit son avenir sans moi. Mais la guérison ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y avait des matins où je prenais encore mon téléphone pour raconter quelque chose de drôle à Daniel. Il y avait des soirs où je passais devant la chambre d'amis et je me souvenais des nuits où nous étions restés éveillés à parler de vacances à la retraite et de l'endroit où nous passerions finalement nos dernières années. Ces souvenirs ne disparaissaient pas simplement parce que le mariage était terminé. Et j'ai appris que le pardon n'était pas la même chose que de faire semblant que rien ne s'était passé. Un après-midi, mon conseiller financier m'a suggéré de revoir l'ensemble de mon plan successoral. J'ai réalisé à quel point j'avais négligé cet aspect de ma vie. Je m'étais tellement concentré sur la constitution de mon patrimoine que j'avais supposé que les documents importants suffisaient. Ils ne suffisaient pas. J'ai mis à jour mon testament. J'ai revu mes fiducies. J'ai séparé encore plus soigneusement les dossiers professionnels et personnels. J'ai mis à jour les bénéficiaires. J'ai organisé les polices d'assurance, les documents de propriété, les dossiers fiscaux et les informations de compte. Et j'ai créé un inventaire sécurisé de tout ce que je possédais et devais. Non pas parce que je m'attendais à un autre divorce, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose que mon père avait essayé de m'apprendre des années plus tôt. La connaissance financière ne consiste pas à s'attendre à ce que les gens vous trahissent. Il s'agit de savoir comment se protéger lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. J'ai aussi commencé à encadrer des femmes par le biais d'une organisation commerciale locale. La plupart d'entre elles n'étaient pas riches. Certaines étaient des mères célibataires. Certaines se reconstruisaient après un divorce. Certaines avaient passé des décennies à laisser leur mari gérer toutes les décisions financières. Une femme m'a dit, « Mon mari s'occupe de tout l'argent. Je ne sais même pas quel compte nous avons. » Je l'ai regardée et j'ai dit doucement, « Alors commencez à apprendre. » Elle avait l'air nerveuse. « Et s'il se met en colère ?» Je me suis souvenu de Daniel. Apprendre sur votre propre vie financière n'est pas irrespectueux. C'est responsable. C'est devenu l'une des leçons les plus importantes que j'ai retenues. Sachez ce que vous possédez. Sachez ce que vous devez. Comprenez comment votre propriété est titrée. Conservez des copies des documents financiers importants. Sachez quel compte existe. Et si vous êtes marié, ne supposez pas que l'amour signifie que vous devez rester financièrement ignorante. L'amour et la conscience financière peuvent coexister. En fait, ils le devraient. Quelques semaines plus tard, Daniel a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Allô ? Salut. Sa voix semblait différente, plus calme. Comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi ? J'y arrive. Il y eut une longue pause. Puis il a dit, je suis allé en thérapie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je m'en doutais. J'ai aussi travaillé avec un conseiller financier. Cela semble être une bonne idée. Je pensais que l'argent signifiait la sécurité. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Et maintenant ? Maintenant, je pense que comprendre l'argent signifie la responsabilité. J'ai souri faiblement. Ça t'a pris du temps. Je sais. Un autre silence. Puis il a dit, je n'appelle pas pour te demander de revenir. J'ai apprécié cela. Je voulais juste te dire quelque chose. Quoi ? J'ai eu honte quand j'ai découvert ce que tu avais construit. J'ai fermé les yeux. Il a continué, non pas parce que tu avais plus d'argent que je ne le pensais. Mais parce que j'ai réalisé à quel point je te connaissais peu. Je n'ai pas interrompu. Je n'arrêtais pas de me dire que tu étais gâté parce que cela me faisait me sentir plus important. Cette phrase m'est restée. C'était la première fois que Daniel admettait ce que j'avais déjà compris. Il ne m'avait pas simplement mal comprise. Il avait eu besoin de mal me comprendre parce que croire que j'étais dépendante le faisait se sentir puissant. Finalement, il a dit, je suis désolé.
J'ai regardé par la fenêtre. Merci. Je n'attends rien de toi. Je sais, mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai pris une lente inspiration. Je l'ai déjà fait. Il est resté silencieux. Mais le pardon ne signifie pas que nous allons revenir en arrière. Je comprends. Et pour une fois, il a vraiment compris. Des mois ont passé. Puis, de manière inattendue, Patricia a appelé. Elle a demandé si elle pouvait passer. Quand elle est arrivée, elle se tenait dans le hall d'entrée avec une petite boîte. J'ai trouvé ça, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une photographie de notre mariage. Daniel et moi étions debout sous une arche de fleurs blanches. Nous avions l'air jeunes, pleins d'espoir, certains que l'amour suffirait. Patricia a regardé la photographie. J'avais tort à votre sujet. J'ai souri. Daniel aussi. Elle a hoché la tête. Je pensais que parce que votre père avait de l'argent, vous n'aviez jamais travaillé pour quoi que ce soit. Je comprends. Je vous ai jugé avant de vous connaître. Je l'ai regardé. Vous n'étiez pas la seule. Elle a eu un sourire triste. Je sais que nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Mais quelque chose a changé entre nous. Il y avait du respect. Et parfois, le respect est une meilleure base qu'une affection forcée. Ce soir-là, après son départ, je me tenais seul dans la salle à manger, la même pièce où elle avait autrefois posé les papiers du divorce devant moi. Je me suis souvenu à quel point j'avais eu peur, à quel point ils étaient certains que je m'effondrerais. Ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse. Mais le silence m'avait donné quelque chose de précieux, du temps. Le temps de réfléchir. Le temps de rassembler les faits. Le temps d'arrêter de réagir émotionnellement. Et le temps de comprendre que je n'avais pas besoin de détruire qui que ce soit pour retrouver ma dignité. Le manoir ne m'avait pas sauvé. Mon entreprise ne m'avait pas sauvé. L'argent ne m'avait pas sauvé. Je me suis sauvé moi-même au moment où j'ai cessé de permettre aux suppositions de quelqu'un d'autre de définir ma valeur. Et c'est ce que je dirais à quiconque écoute mon histoire aujourd'hui. N'attendez pas une crise pour vous informer sur vos propres finances. Ne supposez pas que la compréhension de l'argent de votre conjoint est la même que la vôtre. Ne signez pas quelque chose que vous ne comprenez pas simplement parce que quelqu'un vous dit de lui faire confiance. Et ne mesurez pas votre valeur à ce que quelqu'un d'autre pense que vous valez. L'argent peut révéler le caractère, mais il ne devrait jamais le déterminer. Daniel a un jour pensé que je n'étais rien de plus qu'une héritière gâtée vivant de la fortune de son père. La vérité était plus simple. Mon père m'a donné une opportunité. J'ai construit ma propre vie. Et quand mon mariage s'est terminé, je n'ai pas eu besoin de le prouver à qui que ce soit. J'avais seulement besoin de m'en souvenir moi-même. Je vis toujours dans le manoir. Mais ces jours-ci, quand je me promène dans ces pièces, je ne pense pas à Daniel. Je pense à la femme qui a finalement appris à faire confiance à son propre jugement. La femme qui a appris que se protéger n'était pas égoïste. La femme qui a découvert que le pardon pouvait coexister avec des limites. Et la femme qui a finalement compris que parfois, quitter une relation brisée n'est pas perdre une vie. C'est faire de la place pour une meilleure. Si cette histoire vous a donné à réfléchir, prenez un moment aujourd'hui pour regarder votre propre vie, non pas avec peur, mais avec clarté. Connaissez votre valeur. Connaissez vos finances. Connaissez vos limites. Et n'ayez jamais peur d'apprendre ce que vous avez autrefois confié à quelqu'un d'autre. Si vous pensez que quelqu'un que vous aimez pourrait avoir besoin de ce rappel, partagez cette histoire avec lui. Et si vous voulez plus d'histoires sur la résilience, la dignité, les secondes chances et la recherche de la force lorsque la vie prend un tournant inattendu, envisagez de vous abonner. Parfois, la justice ne consiste pas à regarder quelqu'un d'autre tomber. Parfois, la justice consiste simplement à se relever et à réaliser que vous étiez plus forte que vous ne l'auriez jamais cru.